Je commence par me présenter très rapidement. Donc, Jean-François Fliguer, je suis chirurgien orthopédiste à l'hôpital d'Ambérieu, dans l'Ain, non loin de Lyon, après avoir travaillé donc, au CHU de Montpellier et de Marseille. Et donc, je me suis spécialisé dans la chirurgie de la hanche et du genou. Et puis, donc, ce sujet ce soir, parce que les prises en charge donc, ont évolué ces dernières années. Et puis, donc, je voulais vous parler de ces évolutions. Alors, comme vous allez le voir, ces évolutions ne sont pas tellement d'un point de vue technique pur. Hein. Ce n'est pas du tout une présentation technique, ce n'est pas une présentation de congrès de chirurgie d'orthopédie. Le but, c'est de discuter surtout à travers les prises en charge actuelles avant, pendant et après l'intervention chirurgicale en pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Mérédith Santé donc d'inviter les médecins traitants, mais aussi les kinésithérapeutes, les pharmaciens, les infirmiers, tous ceux qui peuvent participer donc à cette prise en charge comme on le fait maintenant. Donc, je commence. Alors, quelques généralités pour débuter cette présentation. Des chiffres très grossiers, on va dire. Les prothèses totales du genou en France, ça représente environ 100 000 poses par an et c'est en augmentation extrêmement forte. Les prothèses de hanche, vous voyez, il y en a un petit peu plus, autour de 130 000 actuellement par an. Ça augmente aussi, mais l'augmentation est moins forte. Et on suit, comme souvent, un petit peu ce qui se passe aux États-Unis il y a 10 ans, avec notamment les prothèses de genoux qui augmentent fortement du fait de l'obésité qui augmente, mais il y a d'autres raisons également. Les demandes en termes de prothèses des patients se font de plus en plus jeunes. Hein, j'ai mis entre parenthèses, là vous voyez, 50, la tranche des 50-59 ans, c'est la tranche d'âge qui est entre guillemets la plus demandeuse actuellement. Alors ça peut paraître très jeune, il y a encore 15-20 ans, il était quasiment hors de question de poser une prothèse à quelqu'un qui avait moins de 70 ans, 65 ans. Et actuellement, donc, il y a une forte demande. Et on peut, alors il faut évidemment que ça se justifie, mais on peut de plus en plus y répondre. Il y a moins d'arrière-pensée à le proposer pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que la survie des implants a bien augmenté, hein, les implants, donc les prothèses. C'est un chiffre, encore une fois, très grossier. Les chiffres sont assez variables selon les études, mais on peut retenir qu'à 20 ans, il y a 10% des prothèses qui ont été reprises. Donc, ça veut dire quand même qu'à 20 ans de la pose, il y en a 90% qui sont encore en place, encore fonctionnels, ce qui est plutôt un bon chiffre. Et puis, l'évolution de un peu ce qu'on va voir ce soir, de la prise en charge, mais aussi d'un point de vue technique, ont évolué et il est possible maintenant d'avoir des résultats fonctionnels très intéressants, notamment en termes de reprise sportive. Ce qui intéresse beaucoup ces tranches d'âge qui restent des patients qui sont très actifs. Hein. Maintenant, on est actif jusque 65-70 ans, parfois plus en termes d'activité sportive. Il faut pouvoir parfois répondre à cette demande. Et puis, les techniques de reprise ont évolué également. C'est-à-dire que quand, malgré tout, un patient a été opéré assez jeune et puis que, pour une raison ou pour une autre, ou pour une usure, il faut le reprendre 20, 25 ans ou 30 ans plus tard, eh bien, actuellement déjà, il y a des prothèses spécifiques pour les reprises. Et puis, dans l'apprentissage, entre guillemets, des chirurgiens, on est de plus en plus formé à ces reprises de prothèses. Donc après ces généralités, je parlais des évolutions récentes. Alors les évolutions, très rapidement, ça concerne quoi? Ça concerne, les aides à la technique chirurgicale. Alors j'insiste bien sur le fait que ça reste des aides à la technique. La technique en elle-même évolue un petit peu, mais finalement pas tant que ça depuis un certain nombre d'années. Et on va voir un peu plus en détail, mais sans entrer dans des détails très importants pour autant, ces aides à la technique dont on entend parler, dont vous entendez parler et dont vous pouvez avoir à répondre aux questions des patients qui se renseignent sur ces techniques. Donc, il y a le sur-mesure. Hein, on entend parler de plus en plus de prothèses sur-mesure que j'utilise personnellement pour la prothèse de genou, par exemple. Il y a la navigation. La navigation, ça fait 20 ans que ça existe, donc ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est utilisé de manière un peu marginale, mais malgré tout, ça existe. La navigation, c'est le fait de prendre des repères, des capteurs sur les os, et en direct, l'ordinateur ou l'écran va nous préciser par rapport à ces capteurs comment on est positionné, l'axe du membre, les mobilités, etc. Et puis, de plus en plus, on entend parler du robot chirurgical. Alors, ça existe et c'est mis en place dans d'autres spécialités
notamment l'urologie par exemple, depuis quelques années maintenant. Ça commence à arriver en orthopédie. Ça reste une aide technique qui est à déployer, mais bon, pour le moment, c'est encore au stade, entre guillemets, un peu balbutiant. Toutes ces aides à la technique peuvent être une aide pour le chirurgien, peuvent parfois rassurer aussi le chirurgien, il ne faut pas se mentir, mais il faut savoir garder un esprit critique par rapport à ces aides techniques, car bon nombre d'études montrent que finalement, quand on compare les techniques dites conventionnelles et puis les techniques avec ces aides, les résultats fonctionnels en termes de satisfaction du patient notamment, ce qui est quand même le plus intéressant, sont parfois négligeables, en tout cas non significatifs. Donc voilà, il faut garder un certain recul par rapport à ces aides à la technique chirurgicale. Dans les évolutions récentes, il y a aussi, et ça c'est très intéressant, tout ce qui a été l'étude de la physiologie de la réponse du corps à l'agression chirurgicale qu'est une opération. Et c'est la base de ce qu'on appelle la RAC, donc récupération rapide après chirurgie. On entend beaucoup parler de ce terme depuis maintenant quelques années. Et donc, c'est l'étude de la réponse du corps avant l'intervention chirurgicale, tout ce qui est le stress, et puis pendant l'intervention et surtout après la douleur, la réaction à la douleur et les réactions donc éventuellement au changement de glycémie, au changement ionique, toutes les réponses physiologiques. Et donc, on va pouvoir répondre en anticipant ces réponses pour les minimiser. Et puis, bien évidemment, les informations variées qui sont accessibles aux patients via les réseaux sociaux, via Internet. Et le but de cette présentation de ce soir, c'est aussi de pouvoir discuter à travers cette base que je vais donner qui correspond à ce qu'on essaye de faire maintenant de plus en plus comme prise en charge, et pour pouvoir répondre aux patients, parce qu'il est important que tout le monde soit un petit peu dans la même dynamique, avec les mêmes références de ce qui se fait en ce moment. Comprenez bien que si moi j'explique aux patients que la prise en charge va être de telle ou telle manière et puis que on va le faire sortir assez rapidement pour qu'il puisse se rééduquer assez rapidement et que avant l'intervention, le patient va discuter de ça avec son pharmacien. J'ai rien contre les pharmaciens, hein, mais que le pharmacien lui dit « Oh là là, mais c'est une intervention quand même un petit peu lourde, et vous êtes sûr qu'il ne faut pas aller, par exemple, en centre de rééducation ?» Bon, là, tout le travail qui aura été fait pour minimiser le stress du patient et lui expliquer que ça va bien se passer de telle façon, et ben, finalement, le fait qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde va créer du stress et on aura un petit peu perdu tout le bénéfice de ce qui aura été fait auparavant. Les résultats, on le sait maintenant, sont bien meilleurs. Ce n'est pas une grande nouvelle, mais si le patient adhère au traitement, hein, jusqu'à il y a encore quelques années, ce n'était pas tout à fait le cas. Le patient n'était pas forcément très impliqué et très acteur de sa prise en charge. Le chirurgien disait qu'il fallait faire comme ça, et puis le patient, il n'y avait qu'à se taire et obéir. Et ça faisait plaisir peut-être au chirurgien, mais les résultats sont quand même meilleurs quand le patient comprend exactement ce qu'il attend, comprend ce qu'il a, comprend le traitement qu'on lui propose, les objectifs, et les résultats en sont donc bien meilleurs. Les grands principes pratiques pour répondre à tout ça. Il faut que le patient soit non ou peu douloureux. Une base qui peut paraître du bon sens, mais c'est très important. Il faut aussi que le stress soit minimal. Et là-dessus, j'insiste, il faut que le patient ait le maximum d'informations, notamment avant l'intervention. C'est le principe, encore une fois, de la récupération rapide après chirurgie. C'est après chirurgie, mais tout se passe avant. Le principe étant donné le maximum d'informations sur la chirurgie en elle-même, sur les détails même très pratiques de la situation post-opératoire immédiate, mais également dans le temps, pour que le patient ait le moins de surprises possible et que si on lui dit qu'il aura un petit peu mal, eh ben, il n'est pas surpris quand il a mal et finalement ça se passe mieux. Il faut que la technique soit bien évidemment la plus précise possible, et ça c'est un petit peu les aides à la technique chirurgicale qui peuvent, encore une fois, nous aider à cela. Il faut que le patient soit satisfait. J'insiste sur le fait que la satisfaction du patient est assez variable, d'où l'importance de la personnalisation du traitement.
ça fait partie un petit peu de la consultation de départ avec le chirurgien où il faut bien appréhender avec le patient ses objectifs. Les objectifs d'un patient peuvent être très différents d'un autre. Il y a le patient qui va avoir besoin pour être satisfait et bien dans sa vie de faire le tour de la maison pour promener son chien et un petit peu de marche, et puis c'est tout sans douleur. Voilà, ça peut être un objectif. Et puis, pour la même intervention, un autre patient voudra faire du sport de haut niveau, et donc, bien évidemment, il faudra pouvoir répondre, ou en tout cas, si on ne peut pas y répondre, expliquer pourquoi, et expliquer quelles seront les limites et les possibilités à chaque patient pour avoir une satisfaction générale. Et puis donc, c'est ce que je disais avant, l'ensemble des acteurs de toute cette prise en charge doivent être dans la même dynamique, les kinésithérapeutes, le médecin traitant, les infirmiers, les pharmaciens, le chirurgien, l'anesthésiste, etc. Alors, je vais commencer. La présentation va se dérouler dans un ordre chronologique, en fait. Hein. Je vais vous présenter comment on organise les choses à l'hôpital d'Ambérieux, d'un ordre chronologique. Donc là, vous voyez, il y a les étapes préopératoires, puis on verra un petit peu la chirurgie en elle-même, encore une fois, sans entrer dans le technique, le technique poussé, et puis les étapes également post-opératoires. Alors, les étapes préopératoires, eh bien, il y a tout d'abord, bien évidemment, la consultation de chirurgien. Donc, le médecin traitant adresse le patient au chirurgien, et puis je reçois le patient. Et puis, donc, il y a ensuite une deuxième consultation auprès donc, de mon assistante, un petit peu plus tard. Ensuite, il y a une troisième consultation. Alors, ça fait beaucoup de consultations, c'est adapté au patient. On essaye parfois de regrouper aux besoins. Parfois, s'il y a des déficits de mobilité, ça peut se faire à distance ou pas, si vraiment c'est compliqué. Voilà. La consultation RAC, donc c'est la consultation avec encore une autre personne qui est une infirmière dédiée à la récupération rapide après chirurgie, qui a été formée pour ça. Et puis, parfois, pas toujours, mais parfois en préopératoire déjà, il est intéressant de réaliser un bilan ou des exercices de kinésithérapie pour optimiser l'articulation, on va dire, du patient quand il arrive à la chirurgie, en termes de mobilité, en termes s'il y a un déficit de renforcement musculaire, et puis également pour préparer le patient à sa situation post-opératoire, lui apprendre le béquillage, lui apprendre comment ça va se passer pour les escaliers, pour se mouvoir, pour rentrer dans une voiture. Des détails un petit peu pratiques, mais qui seront, s'il les a intégrés avant, ce sera beaucoup plus simple de les mettre en pratique après l'intervention. Donc très rapidement, pour commencer, la consultation de chirurgie, c'est une consultation somme toute relativement classique. Le patient arrive, il faut lui expliquer. Alors parfois, il s'attend un petit peu à ce qu'on va lui dire, parce que le médecin traitant a déjà préparé le terrain en quelque sorte. Et puis parfois pas du tout. Alors il faut lui montrer, l'amener au diagnostic en lui montrant qu'il a tel ou tel problème. Et puis que finalement, le traitement qui correspond, ça va être, en l'occurrence pour la présentation de ce soir, ce n'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, ça va être donc une prothèse totale de hanche ou du genou pour lui redonner l'indolence, pour lui redonner la mobilité, pour qu'il puisse obtenir ses objectifs. Je vais lui donner ensuite les informations, sans rentrer dans les détails, mais en répondant tout de même à ses questions s'il en a, sur les principales étapes déjà avant et après la chirurgie. Et puis donc, on va évaluer, comme je le disais tout à l'heure, les objectifs du patient. Voilà. Et puis donc, il va revenir une seconde fois, on va lui donner un rendez-vous auprès de mon assistante. Et puis donc, je serai éventuellement présent au besoin s'il a des questions à me reposer, mais elle a été formée et puis elle a un bon sens bien appréciable qui va permettre de répondre aux questions que le patient se sera posées entre la consultation de chirurgie, où il aura besoin de digérer peut-être un peu les informations, puis il y a des questions qui viennent au fur et à mesure, donc elle va répondre déjà à certaines questions éventuelles, médicale ou non, hein, parfois sur la logistique, sur l'organisation. Elle va lui donner la date des rendez-vous médicaux préopératoires, donc le rendez-vous d'anesthésie, le rendez-vous de cardiologie éventuelle, de dentiste. Elle va prévoir l'étape d'après, c'est-à-dire la date pour la consultation de récupération rapide après chirurgie, et donner un document que je vais vous montrer après, qui va récapituler un peu dans le détail, mais qui donnera un peu de lecture au patient sur la manière dont ça va se passer dans les suites, et que le patient amènera lors de cette consultation RAC
pour en discuter avec l'infirmière. Et puis après, bon, c'est tout ce qui est documents administratifs. Et puis décider avec le patient aussi, on en aura déjà discuté avant, mais de voir s'il y a besoin d'un centre de rééducation ou pas, et puis d'organiser les choses un petit peu en fonction. Et puis donc, on va organiser, on va donner, si le patient rentre chez lui après l'intervention, avant l'intervention, toutes les prescriptions post-opératoires pour l'infirmière, pour le kiné éventuellement, pour les traitements pour la douleur, que le patient pourra donc chercher à la pharmacie avant l'intervention. Et puis, quand il va rentrer chez lui, bah, tout sera organisé, tout sera cadré. Et puis, donc, il aura plus besoin d'être stressé ou d'organiser les choses à ce moment-là. Alors, il y a un outil intéressant qui est le Prado, qui est une partie de l'organisme de sécurité sociale qui nous aide bien là-dessus. Ça fonctionne très bien, ils sont très réactifs et qui va, parce que parfois, selon là où on habite, il peut être difficile, par exemple, de trouver un kinésithérapeute. Eh bien, la sécurité sociale va aider, ils ont des contacts prioritaires parfois, et donc ils vont aider le patient à trouver un kiné et organiser les choses avec le kiné pour que le kiné sache exactement quand le patient va rentrer chez lui, à telle heure, eh ben, ça sera organisé pour que tout soit un peu fluide dans la prise en charge. Voilà le guide pratique que l'on donne, le document RAC, le fameux document RAC que l'on donne. Alors, vous l'avez quand vous êtes inscrit, là, vous pourrez le récupérer après sur la plateforme Meredith. Donc, je vous montre alors très rapidement, parce qu'il est un peu complet. Donc, vous voyez, vous allez être hospitalisé pour la mise en place d'une prothèse. Alors, en l'occurrence, c'est le document pour la prothèse de hanche. Et puis, donc, on donne un certain nombre d'informations. Vous voyez, je passe assez rapidement. Alors, au début, bon, ça récapitule un petit peu le pourquoi la prothèse, donc l'anatomie et puis pourquoi on propose cette intervention. Avant l'hospitalisation, les démarches, la préparation corporelle, la dépilation, comment ça se passe, à quel moment, les règles du jeûne, les liquides, les solides, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est un document écrit, donc ça permet aux patients de revenir dessus au besoin. Pendant l'hospitalisation, vous voyez, vous serez accueilli au bureau des entrées, etc. etc. Donc, c'est très détaillé pour que, encore une fois, quand le patient arrive, il sache exactement comment ça va se passer, le temps de chaque étape, etc. L'intervention en elle-même, la durée, les grands principes, les risques et complications, et puis après l'intervention en post-opératoire immédiat, la salle de réveil, le jour de l'intervention, le lendemain, et puis voilà. Et puis donc après, il y a donc les consignes de sortie, vous pouvez regarder, et puis donc un récapitulatif. Vous voyez qu'à la fin, il y a, alors le patient peut cocher avant, le jour d'anesthésie, etc. Il peut cocher un peu ce qu'il a fait, pas fait. Ça permet d'avoir un vade-mecum un petit peu des étapes qui sont faites ou pas encore complètement réalisées. Alors, je reviens sur le diaporama. Donc, on passe à la suite, la consultation auprès de l'infirmière RAC. Donc, elle va de nouveau répondre aux questions, notamment par rapport aux documents que le patient a pu lire, que je viens de vous montrer. Et puis, elle va leur montrer, encore une fois, en réel, puisque c'est une vidéo qu'on a filmée à l'hôpital d'Ambérieu en réel, qu'on peut trouver sur YouTube, sur le parcours d'hospitalisation. Donc, c'est-à-dire qu'on a filmé l'arrivée du patient et puis tout son parcours dans la chambre, l'arrivée au bloc opératoire, la salle de bloc opératoire, la salle de réveil, le retour dans la chambre, etc., etc. Le but, encore une fois, étant de diminuer le stress du patient puisqu'il aura vu à l'avance ce qu'il attend. Et puis donc, l'infirmière RAC va donner des précisions, comme je l'écris, très pratiques et personnalisées sur les suites de l'anesthésie, ce qui peut leur arriver, les nausées, ce genre de choses, les adaptations à prévoir au domicile. Donc, on va personnaliser le domicile. Est-ce qu'il y aura besoin d'aide pour se hisser des toilettes, d'un chausse-pied, d'une pince à préhension éventuellement qui pourra être achetée avant. Puis l'infirmière RAC rappellera le patient la veille de l'intervention pour lui donner l'horaire de la chirurgie, et puis voir s'il y a des dernières questions. Et puis, elle rappellera ensuite le patient 15 jours après pour le suivi et voir si tout se passe bien. Alors, on a vu les étapes préopératoires. On passe maintenant à la chirurgie en elle-même. Alors, les aides à la technique, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne reviens pas forcément dessus. Je préciserai un tout petit peu le sur-mesure dans les diapos d'après, très rapidement, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est et pouvoir, encore une fois, répondre aux questions des patients si jamais ils en avaient. Pendant la chirurgie, il y a une chose très importante, la lutte contre la douleur. Alors actuellement, on fait plus enfin on fait plus, en tout cas à l'hôpital Lambert, on n'en
fait plus de blocs fémoraux. Quand j'appelle un bloc, je parle pour les non-chirurgiens qui nous regarderaient, un bloc, c'est une anesthésie, en fait, une anesthésie d'un tronc nerveux. Et jusqu'à il y a quelque temps, les anesthésistes faisaient des blocs fémoraux, donc ça endormait toute la cuisse et le genou, pour les prothèses de genou, je parle. Et donc, ça évitait les douleurs post-opératoires, mais le quadriceps était complètement sidéré, donc le patient ne pouvait pas marcher, il ne tenait pas debout. Et donc, on a arrêté tout ça. Alors, il existe maintenant des blocs saphènes qui bloquent le tronc, le nerf saphène interne et qui permet d'avoir une certaine analgésie, mais sans sidération du quadriceps. Et puis, surtout, les infiltrations. Alors, les infiltrations, c'est pendant l'intervention, tout autour de l'os. J'infiltre un mélange d'anesthésiques locaux et puis d'anti-inflammatoires qui va permettre de diminuer très fortement, voire l'absence complète de douleur pendant au minimum 24-48 heures au départ. Et c'était la période qui avant était la plus douloureuse et sans sidération du quadriceps, donc ce qui va permettre cette récupération rapide, c'est-à-dire notamment le fait que le patient se lève le jour même de l'intervention, quelques heures après l'intervention. Il est levé avec le kiné, il fait quelques pas, au moins pour se rendre compte, au niveau psychologique c'est important, qu'il peut marcher, qu'il peut appuyer sur l'articulation opérée et que ça se passe bien. Il faut lutter contre les saignements. Donc, je n'utilise plus jamais de garrot. Le garrot est un petit peu utile pendant la chirurgie et encore parce que ce sont finalement, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, des chirurgies qui sont assez peu sanglantes. On perd, globalement, le patient perd entre 100 et 200 cc, donc ce n'est pas énorme sur toute la durée de l'intervention, que ce soit la hanche ou le genou. Et le garrot diminue le saignement pendant l'intervention. Le garrot au niveau de la cuisse pour le genou, évidemment, pour la hanche, il n'y a pas de garrot. Mais finalement, quand on enlève le garrot après avoir fermé la peau, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut saigner secondairement, donc il peut y avoir un hématome important. Et puis, on ne va pas forcément réopérer le patient pour voir si ça saigne. Donc, finalement, ça a entraîné des saignements beaucoup plus importants que maintenant. Et on était obligé souvent de transfuser les patients. Et donc, ça, associé au fait que je ne mets plus jamais de drain non plus, hein, les drains, ça permettait d'éviter un peu les hématomes parce que ça drainait les saignements éventuels. Sauf que finalement, on aspire le sang et puis, ce n'est pas tellement logique. Hein, quand on saigne, quand on se fait une plaie et qu'on saigne, on n'aspire pas le sang, on comprime. Et le bon sens veut que les drains qui, en plus, ont tendance à, quand c'est pas complètement hermétique, ce qui peut arriver, majore le risque d'infection. Donc finalement, l'un dans l'autre, les taux de transfusion sont actuellement minimes. Hein, c'est peut-être 2 patients dans l'année, pas plus. Ça, et puis donc l'hexacil. L'hexacil, c'est hémostatique. Donc je demande toujours aux anesthésistes d'injecter de l'hexacil au moment de l'induction. Et puis on en refait 3 heures après l'intervention. Et puis en salle de SSPI, c'est salle de soins post-interventionnels, c'est la salle de réveil, cryothérapie donc, et pressothérapie avec des attelles spécifiques gonflables qui font pompe un petit peu. Donc ça, c'est mis en place immédiatement juste après l'intervention et qui font aussi donc du froid à 6 degrés, ce qui permet de diminuer les douleurs et l'hématome. Alors le sur-mesure, une petite parenthèse sur le sur-mesure. Vous voyez ici la boîte qui est livrée, hein, c'est une prothèse sur mesure. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, cette boîte. Avant le scanner, je reviens là-dessus, avant le patient passe un scanner et à partir de ce scanner du genou, hein, c'est pour le genou, les ingénieurs vont faire leurs calculs, on va le valider ensemble ou pas. Et puis une fois que c'est validé, l'imprimante 3D va réaliser donc ce qui va permettre, c'est ce qu'on voit à côté sur le bureau, ce qui va permettre de réaliser les coupes osseuses et puis donc ensuite d'implanter. Donc ça, c'est ce qui est fait, les moules en quelque sorte réels qui sont faits à partir du scanner pour un patient donné. Et puis donc à l'intérieur de la boîte, vous avez ces moules, les guides pour couper l'os et puis la prothèse que vous voyez en bas ici sur mesure, donc le fémur, le tibia et puis le polyéthylène. Alors, les questions, très rapidement, ça c'est vraiment un peu généraliste, mais c'est des questions qui reviennent régulièrement. Je voulais l'évoquer pour que, encore une fois, tous ceux qui
qui regardent et puis qui regarderont ensuite ce webinaire puissent répondre aux patients, parce que c'est des questions très simples, mais qui reviennent très régulièrement. Et je n'entre pas forcément dans les détails, mais sur 2 ou 3 points. En ce qui concerne la prothèse de genou, souvent les patients demandent, parce que maintenant ils se renseignent, le matériau qui est utilisé, en quoi c'est fait. Alors c'est fait en titane la plupart du temps. Maintenant, il y a le chrome cobalt, tous les autres matériaux moins, donc c'est essentiellement titane. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Il faut aussi, souvent les patients se font une fausse idée, et peut-être les autres que chirurgiens orthopédistes, chacun sa formation, se font de fausses idées sur la prothèse du genou. La prothèse du genou, alors vous voyez, j'ai ici un genou, et les patients souvent me disent: ah, mais moi je pensais qu'on coupait à ce niveau-là, on coupait à ce niveau-là, et puis on mettait quelque chose au milieu. En fait, ce n'est pas ça du tout, comme je l'ai écrit, c'est on remplace uniquement la surface des os. Donc ce qui est enlevé, c'est la surface articulaire, le cartilage qui est abîmé, et un petit peu l'os dessous qui souffre. Au niveau du tibia, la même chose. Et puis donc, on va placer, je montre ici, la partie du fémur, vous voyez, qui remplace et qui va se positionner sur le fémur, la surface de l'os, reproduisant l'anatomie comme elle était auparavant. Voilà, la même chose au niveau du tibia, et puis les parties ensuite intermédiaires qui vont faire la surface de glissement. Donc, ce qui est remplacé dans un genou et ce qu'il n'y a plus après, c'est le cartilage, mais aussi les ménisques et puis les ligaments croisés. Ça, c'est une question qui revient souvent. De temps en temps, les gens ont une prothèse de genou et puis me disent: ah, mais je ne sais pas si je n'ai pas un problème de ménisque. Ce n'est pas possible, puisqu'ils ne peuvent plus avoir d'arthrose, il n'y a plus de cartilage, ils ne peuvent plus avoir de problème de ménisque ni de problème de croisé. C'est remplacé par le design de la prothèse. En ce qui concerne la hanche, la même question par rapport aux matériaux. Bon, c'est essentiellement également en titane pour la partie qui est au contact de l'os. Et puis alors ça, il y a des congrès entiers là-dessus, donc je ne vais pas entrer forcément dans le détail, mais quelques points rapides sur la voie d'abord. Souvent, on entend dire: hey, est-ce que vous utilisez la voie qui ne coupe pas les muscles, ou la voie où il n'y a pas de luxation, etc., etc. Alors là, il n'y a pas, je vous dis déjà de manière synthétique, il n'y a pas de voie unique, il n'y a pas de voie qui soit bien meilleure que les autres, parce que sinon tout le monde utiliserait évidemment celle-là. Donc très rapidement, il y a la voie. Alors quand on dit antérieure, latérale, postéro-latérale, c'est essentiellement par rapport à la situation du moyen fessier. La voie antérieure, ou la voie aussi antéro-externe, classiquement, alors il n'y a pas de section musculaire, effectivement, c'est une voie qui est très anatomique, on passe entre les muscles. Alors j'ai mis mais entre parenthèses parce que finalement, on ne coupe pas les muscles, c'est vrai, mais on les étire beaucoup, et parfois il peut y avoir quand même des douleurs musculaires, il peut y avoir des calcifications intramusculaires par la suite, et qui entraînent également parfois des douleurs. C'est une voie alors, il n'y a pas de luxation, c'est peu de luxation. Les études montrent souvent 1 à 1,5% de taux de luxation par ces voies d'abord antérieures, ce qui est peu, mais malgré tout, ça peut exister. Mais voilà, c'est une voie qui est intéressante de ce point de vue-là. Alors, je l'ai utilisée notamment à Marseille, et puis actuellement moins, je vous expliquerai après pourquoi. C'est une voie qui peut avoir parfois des atteintes neurologiques classiquement sur des nerfs, notamment le nerf fémoro-cutané, avec une gêne sur la face externe du bassin. Et puis alors, c'est quand même un souci. Alors si tout se passe bien, ça va bien, mais si en opératoire pendant l'intervention, on a un souci, à l'impaction de la tige, par exemple, il peut y avoir une petite fissure osseuse, il peut y avoir, bon, parfois, heureusement, ça arrive très peu souvent, mais une fracture du fémur. Et bien là, on n'a pas de possibilité d'extension de la voie d'abord pour régler le problème. Et là, ça devient très compliqué parce qu'il faut refermer le malade, enlever les champs, changer de position pour aller vers une voie d'abord plutôt postéro-latérale pour régler le problème. Donc là, c'est quand même si ça arrive peu souvent, embêtant. La voie latérale, alors la voie latérale, elle est peu utilisée. Elle est utilisée dans certaines écoles de chirurgie parce que c'est un peu historique, mais elle fragilise en tout cas, et ça donne des douleurs du moyen fessier pendant plusieurs mois avec une boiterie, et donc c'est quand même assez peu utilisé. Et puis la voie postérolatérale, qui reste la voie la plus utilisée en France, on va dire à hauteur de 70-75% des chirurgiens. Alors il y a contrairement à la voie antérieure, il y a une section musculaire des pelvitrocantériens, donc c'est les muscles profonds de la hanche. Encore une fois, j'ai mis mais parce que finalement, ça n'entraîne pas tellement de conséquences si
si on les réinsère à la fin de l'intervention, hein, ça, il faut les réinsérer à la fin de l'intervention. Et puis, classiquement, on disait que ça fragilisait un peu ce pan postérieur et que ça entraînait donc un risque de luxation plus important. Alors, c'est vrai que dans les études il y a quelques années, les luxations pour les voies postérieures étaient supérieures aux voies antérieures, puisque c'était plutôt autour de 4-5% des cas, contre 1,5%, comme je disais tout à l'heure. Mais on s'oriente de plus en plus vers l'association d'une voie postérolatérale euh, avec les avantages qu'elle a, et l'association d'une double mobilité. Alors ça, je vais y revenir un tout petit peu après. Je l'explique souvent aux patients, la double mobilité permet de diminuer ce risque de luxation et finalement de revenir à un taux de luxation égal aux voies antérieures. Donc, et puis l'extension possible, hein, comme je disais avant. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise cette voie avec la prothèse double mobilité, parce que c'est quelque chose qui me paraît être le meilleur compromis sur le risque de luxation, l'extension possible, et puis donc le peu de conséquences en termes musculaires. Alors la double mobilité, très rapidement en une diapo, vous voyez ici une prothèse de hanche à gauche, avec donc, vous voyez la tête en céramique. Alors je mets la souris dessus, je ne sais pas si on voit, la tête qu'on appelle la tête, c'est la première sphère en céramique ici, et puis autour le polyéthylène. Alors la double mobilité, ça veut dire que vous avez une mobilité entre la tête en céramique par rapport au polyéthylène que vous voyez ici en blanc, et puis une autre mobilité, que je relance la vidéo à côté, vous voyez, entre le polyéthylène qui est en blanc et voilà, et le cotyl qui va être intégré dans le bassin, ce qui donne une amplitude très importante avant d'arriver éventuellement à la luxation. Voilà. C'était pour le côté un peu technique, mais ça peut être intéressant parce que souvent les patients demandent un petit peu si on utilise telle ou telle voie d'abord. Il faut pouvoir répondre. Bon, c'est quand même plus le rôle du chirurgien, mais au moins que ça, vous avez quelques bases pour pouvoir répondre sur les grands avantages et inconvénients de telle ou telle technique. Alors, on en arrive à l'hospitalisation juste après l'intervention. Alors, elle peut être, alors je ne l'impose jamais, mais c'est une possibilité qu'on propose en ambulatoire. C'est une chirurgie qui peut se faire en ambulatoire, que ce soit la prothèse de hanche ou de genou. Il faut que le patient y adhère. Moi, souvent, je le fais quand c'est une demande du patient parce qu'il en a entendu parler. Mais souvent, ça reste un court séjour, grossièrement entre 1 et 3 jours. Voilà, l'hospitalisation, dans 90% des cas, c'est entre 1 et 3 jours. Et puis après, le patient, comme je disais tout à l'heure, soit rentre à domicile, il faut que tout soit cadré avant, notamment avec le Prado, j'y reviens. Et puis, sinon, le patient, quand ce n'est pas possible autrement, va en centre de rééducation pour la poursuite de la prise en charge. La lutte contre la douleur, donc on en a parlé pendant la chirurgie, mais également juste après, on continue la cryothérapie avec des attelles de froid, et puis donc les traitements, entre guillemets, un petit peu classiques, mais de manière multimodale, hein, c'est aussi un des principes de la récupération rapide après chirurgie, c'est d'agir sur les différents types de douleurs, avec des antalgiques qui peuvent être des antalgiques un peu classiques type Doliprane ou plus fort, hein, de palier 2, et puis les anti-inflammatoires. La gabapentine est intéressante pour les douleurs neuropathiques et éviter les douleurs chroniques. Et puis on va au maximum réaliser une épargne morphinique parce qu'il y a les effets secondaires et c'est relativement mal supporté. On sait que la douleur juste après l'opération influence beaucoup, en tout cas l'antalgie juste après l'intervention, influence beaucoup le résultat fonctionnel et psychologique à long terme. Donc il faut absolument, c'est le rôle aussi des injections des infiltrations pendant l'intervention, d'éviter toutes ces douleurs qu'il y avait avant, au moins les 24-48 premières heures. Après, parfois, il y a un petit rebond, mais au moins au début pour diminuer, pour améliorer ce résultat à long terme. Et puis la kinésithérapie, donc dès le premier jour et puis le lendemain, ça va être un coaching. La kinésithérapie, elle n'est pas très poussée, c'est un petit peu de la marche, c'est un réveil musculaire, ce n'est pas de la kinésithérapie ou avec besoin de beaucoup de matériel, mais c'est du coaching, c'est de corriger un petit peu les attitudes du patient. Et puis on va leur remettre un livret qu'on a fait ici à l'hôpital Lambérieux. Donc, vous voyez, alors c'est encore une fois l'exemple de la prothèse de hanche, et puis je vais vous le montrer très rapidement. On a fait ça sous l'exemple un petit peu
je disais, du code de la route un petit peu. Donc ça, vous voyez la page initiale, donc c'est les conseils pour les 2 mois post-opératoires essentiellement. Donc au début, il y a quelques généralités, quelques conseils. Et puis après, donc, c'est par thème. Donc, vous voyez, il y a le thème du béquillage, où alors c'est surtout des photos pour que ça soit très explicite, et puis une ligne ou 2 lignes d'explication comment on pratique le béquillage. Et puis en dessous de chaque page, vous voyez, il y a validé avec une petite case. Et donc, comme je disais, comme le code de la route, il faut valider un certain nombre d'étapes et le kiné va le valider avec le patient. Quand le patient aura réalisé ou en tout cas intégré la consigne, eh ben, ce sera validé. Et puis donc, le but, c'est que le patient rentre à la maison ou quitte l'hôpital quand il aura validé toutes ces étapes. Donc, pour se lever, vous voyez, pour se pencher, ramasser un objet, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, s'habiller, pour dormir. Ça, c'est un livret qui est remis au patient, qui garde après, sur lequel il peut revenir en cas d'oubli ou voilà, pour les escaliers, s'asseoir et se relever. La voiture, comment on monte et on descend d'une voiture. Vous voyez, ça est très pratique, ça a été fait et photographié sur le parking de l'hôpital. Et puis le sport pour se laver, et puis l'activité sexuelle, c'est des questions qu'on ne me pose pas très souvent, mais l'infirmière RAC me disait qu'on lui posait assez souvent la question, donc c'est des questions qui sont intéressantes que ça soit écrit. Et puis le post-opératoire, alors bon, on va terminer là-dessus. Il y a l'appel donc de l'infirmière RAC, une quinzaine de jours après, et puis bien sûr les consultations de suivi avec le chirurgien. Ensuite, il existe, alors je ne suis pas tellement pour, mais j'en parle parce que ça existe, et puis que les questions viennent parfois des patients également par rapport à beaucoup de logiciels de suivi. Maintenant, de plus en plus, tout est numérique, et puis il faut encore une fois, à mon sens, garder une distance un petit peu par rapport à ça, un recul et une critique. Les logiciels de suivi, ce sont des logiciels qui peuvent être sur une montre connectée, sur le téléphone du patient, et où il va pouvoir donc régulièrement, toutes les 3 heures, évaluer par exemple sa douleur, évaluer sa mobilité, etc., etc. Et puis donc, il y a des algorithmes, c'est-à-dire que s'il clique sur une douleur qu'il cote à 6 sur 10, et bien de manière automatique, il va lui être indiqué qu'il peut prendre tel ou tel traitement parce qu'il ne l'a pas pris depuis au moins 6 heures, etc. etc. Et puis à la fin, si le problème n'est pas résolu, qu'on sort de l'algorithme, éventuellement, ça va lui être indiqué qu'il faut qu'il appelle les urgences ou son chirurgien, etc. Alors, à mon sens, on médicalise beaucoup le patient, alors que tout le principe de la récupération rapide et pré-chirurgie, c'est plutôt de démédicaliser et puis que le patient retrouve le plus rapidement possible la vie sans se focaliser sur l'articulation qui a été opérée. Alors que là, à mon sens, en tout cas pour certains patients, ça fait qu'il reste un peu justement focalisé sur son intervention chirurgicale, sur les suites. Ça peut donner aussi une fausse assurance de suivi. L'algorithme n'est jamais complet, il n'y aura jamais tout, c'est un petit peu de l'intelligence artificielle, mais finalement, donc, parfois le patient a l'impression d'être bien pris en charge et d'être suivi avec ces logiciels, et puis finalement, ce n'est pas le cas. La kinésithérapie, alors en post-opératoire, je l'ai mis, parfois il n'y en a pas besoin, parfois il y en a besoin. On en marque encore de manière un petit peu par habitude finalement de la rééducation après les prothèses, que ce soit de hanche ou de genou. Pour le genou, peut-être un peu plus, mais pour la hanche, parfois il faut le réévaluer à distance. Si on a bien expliqué les choses avant, montré quelques exercices, le patient peut très bien se débrouiller tout seul, faire sa rééducation, et puis peut-être 1 ou 2 séances, encore une fois, de coaching au début pour recadrer les choses. Et puis finalement, quand je vais le revoir, moi, à 6 semaines de son intervention, on peut réévaluer les choses. Est-ce qu'il y a une raideur persistante? Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger ou à optimiser sur la force musculaire, etc. Et donc, s'il y a quelque chose, à ce moment-là, peut-être proposer une kinésithérapie un peu ciblée sur ce point-là, mais pas toujours. Et puis, le dernier point de cette diapo et finalement de cette présentation, c'est quand est-ce qu'il faut alerter le chirurgien. Alors, parfois, ce n'est pas exhaustif, parfois il peut y avoir d'autres choses, mais les 2 points qui me semblent vraiment être les plus importants, parfois le patient reste douloureux. Et là, il faut alerter le chirurgien, surtout
si la douleur augmente brutalement. Ce n'est pas tellement la douleur en elle-même, ou parfois il faut adapter les traitements antalgiques. Voilà, s'il n'y a rien d'autre que ça, bon, à voir, hein. Parfois c'est bien d'alerter le chirurgien, mais pas forcément dans l'urgence. Par contre, s'il y a une douleur brutale d'un coup, là oui, là il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème, et donc là il faut alerter le chirurgien. Et puis, suspicion d'infection. Suspicion d'infection, on insiste beaucoup là-dessus. C'est une urgence au moindre doute. Pourquoi? Parce que le résultat et le type de traitement vont varier en fonction du délai de prise en charge. Je m'explique. Actuellement, si on prend en charge une infection sur prothèse, si c'est une infection qui est réelle, ça peut arriver malgré tout, toutes les précautions qu'on prend, et que c'est fait, la prise en charge est faite dans le mois qui suit l'intervention chirurgicale, le traitement sera assez simple, c'est-à-dire que ça consistera, alors il faut quand même reprendre le patient au bloc opératoire, mais on ne touche pas à la prothèse, on va entre guillemets laver l'articulation, diluer cette articulation, et puis de ne pas toucher à la prothèse donc, et ensuite il aura des antibiotiques, et ça suffira la plupart du temps pour guérir l'infection. Si on dépasse ce stade, parce que ça aura, entre guillemets, un petit peu traîné, parce que le patient il se dit que bah, c'est un petit peu normal, on va surveiller, puis l'infirmière, bon, on va surveiller, puis bon, le patient, il va voir son médecin, mais il n'a pas de rendez-vous tout de suite, et puis que le temps qu'il l'ait, et puis que le temps qu'il revoit le chirurgien, bah, finalement, on dépasse ce mois, puis on revoit un mois et demi ou plus tard après. Et bien là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que on sait que maintenant, il y a ce qu'on appelle un biofilm, c'est-à-dire que alors j'explique de manière un peu vulgaire, mais je le fais comme je le fais avec les patients, le microbe va se coller en quelque sorte à la prothèse qui ne se défend pas, c'est un matériel inerte, il n'y a pas de cellules immunitaires, elle ne se défend pas contre l'infection, et donc on ne pourra pas, avec simplement un lavage et les antibiotiques, traiter cette infection. Le microbe va rester collé à la prothèse, et donc on sera obligé de changer la prothèse, et là évidemment c'est une intervention beaucoup plus lourde en elle-même, mais également pour les suites. Donc c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, c'est une urgence au moindre doute, ça concerne tous les acteurs de la prise en charge. S'il y a un doute, pas d'antibiotiques, jamais d'antibiotiques, parce que sinon ça décapite les résultats des prélèvements qu'on pourra faire après. On envoie le patient au chirurgien, il se débrouille, c'est son rôle. Il ne faut pas faire de prélèvement sur la plaie, même s'il y a un petit écoulement. Les infectiologues nous le répètent et nous le répètent encore. Il n'y a aucun intérêt à faire de prélèvement sur la plaie. Souvent, c'est contaminé, et ça n'aura pas tellement de valeur sur un seul prélèvement, parce qu'il faut faire plusieurs prélèvements profonds. L'intérêt, par contre, on peut dès le début lancer un bilan sanguin, la NFS et la CRP notamment, qui vont donner une idée des chiffres. Hein. S'il y a beaucoup de globules blancs, si la CRP est très élevée, on aura une idée de l'orientation vers une infection, effectivement. Et puis, ça donnera surtout une référence de départ pour la cinétique, puisque notamment la CRP, ce qui est intéressant, c'est de vérifier que les chiffres diminuent progressivement une fois qu'on a mis le traitement adapté en place. Voilà, je vous remercie de votre attention.